Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, lancement de la campagne de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe dimanche à Kamluka en vue de la présidentielle du 23 décembre. Poursuite de la campagne ce lundi avant l'étape de l'Est de la République démocratique du Congo. À côté de ce duo et du candidat du pouvoir, les petits candidats tentent d'exister. Au total, ce sont 21 candidats qui sont en campagne. Mais quel programme défendent-ils? Peut-on parler du programme de fond ou alors est-ce que finalement les personnalités des candidats continuent de supplanter leurs programmes respectifs pour le prochain quinquennat? On en parle dans un instant avec mes invités. Débat à suivre également sur la hausse en France des frais universitaires pour les étudiants non membres de l'Union européenne. Une augmentation de 1600% sur les frais actuels. Une mesure qui vient contrarier les projets de nombreux étudiants désirant venir étudier en France. Des étudiants notamment africains qui représentent 45% des étudiants étrangers sur le territoire français. Puis le gouvernement égyptien qui déclare la guerre aux constructions illégales. Lancement d'une campagne de démolition de ces constructions qui prolifèrent, faute notamment de logements sociaux. Et la situation est particulièrement alarmante, notamment au Caire, la capitale. Et pour parler de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Alain-Jules Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste et diplomate. À vos côtés, Luc Mayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et président du Club de l'information africaine. Et à mes côtés également, Tiefing Sissoko, bonsoir. Bonsoir Zahara. Vous êtes sociologue de l'éducation. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à notre premier débat. Plus de 40 millions d'électeurs sont donc attendus aux urnes dans un mois, aux urnes donc pour les élections en République démocratique du Congo, des élections générales dont la présidentielle qui cristallise les débats et les inquiétudes. 21 candidats sont en lice pour ce scrutin, des candidats qui se disputent un électorat dont la grande majorité continue de vivre dans une extrême pauvreté. La question du développement est justement l'un des enjeux de cette campagne, enjeu notamment pour les petits candidats qui tentent d'exister dans cette campagne présidentielle. Reportage en RDC signé Jacques Amboka. Gabriel Mokia s'élance dans la campagne. Le président du mouvement des démocrates congolais, candidat numéro 16 à la présidentielle, a lancé sa campagne ce samedi 1er décembre à Kinshasa. Une occasion pour cet opposant de présenter à ses partisans son projet de société évalué à 16 milliards de dollars pour la première année de son quinquennat. Le candidat numéro 16, c'est le meilleur candidat. Je suis le candidat de la sécurité, le candidat de l'économie et le candidat de social. Si le social va mieux, si la sécurité est assurée, il y aura le social au bon fixe. Voilà le gros de mon message. Le président du MDCO promet à son électorat de s'attaquer à la corruption et renforcer la sécurité pour imposer le respect de la RDC aux autres pays. Pour ce faire, il promet dès son accession à la magistrature suprême d'augmenter les soldes des fonctionnaires, policiers et militaires. Il n'y aura pas de salaire de misère de 100 000 francs. Le candidat de la majorité, lui, il vient pour faire la continuité de ce que nous avons vécu pendant une vingtaine d'années. Alors, retenez qu'avec Gabriel Mokia, au moins, un ancien opérateur économique, il connaît les valeurs de la population. Mokia s'est dit, dans les circonstances actuelles, être le seul capable de battre le candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre. Homme d'affaires chevronné qui a bâti sa fortune dans la filière du café, Gabriel Mokia compte sur l'agriculture et les mines pour booster l'économie congolaise. Voilà donc pour Gabriel Mokia, l'un des 21 candidats en lice. Alors à ce stade des événements, on perçoit peu finalement les différences entre les candidats, du moins sur leurs programmes respectifs. Luc Mayou, est-ce qu'on peut dire que finalement les personnalités des candidats continuent de supplanter les programmes présidentiels ? Je pense que on est plus dans l'affectif en RDC que dans une élection où c'est programme contre programme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 reports de cette élection et qu'entre-temps, le 23, nous allons avoir non pas une, mais 3 élections, parce qu'il y aura l'élection présidentielle qui est l'élection phare, il y aura également les élections locales
et puis il y aura les législatives. Ce sont donc 3 élections cumulées qui vont se tenir au même moment, avec cette polémique sur la machine à voter que certains refusent et que d'autres ne condamnent pas complètement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a cette tendance au dégagisme qui a lieu en RD Congo où tout le monde dit tout sauf Kabila. Et l'opposition a essayé de s'organiser pour dégager un seul candidat face au candidat qui va succéder à Joseph Kabila et porter les couleurs du FCC. Mais quand on voit le résultat, avoir 20 candidats au lieu d'en avoir un seul, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et donc, espérons que dans l'exercice qui va se dérouler, au moins, on aura une élection qui se tiendra à date échue et que cela permettra aux institutions de la RD Congo de reprendre leur fonctionnement normal. Mais la première chose qu'il faut déjà faire, c'est redonner confiance aux Congolais. Parce que quand vous allez en RD Congo aujourd'hui, l'une des choses qui marque, c'est que ce n'est plus la monnaie nationale qui est utilisée. Tout le monde vous parle en dollars et tout le monde fait toutes ses opérations en dollars. Je pense que la première chose qu'il faut déjà arriver à faire, c'est restaurer la monnaie nationale, c'est restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris aux confins, c'est-à-dire dans l'Ituri et dans les 2 Kivu, et puis dans toutes les zones qui sont en conflit. Parce qu'aujourd'hui, ça a débordé, ce n'est plus seulement dans l'Ituri et les 2 Kivu, c'est aujourd'hui le Kasaï qui est concerné, ce sont également d'autres provinces. Donc je pense qu'au-delà de Kinshasa aujourd'hui, il faut que les candidats se disent que la mission, c'est de diriger un grand pays qu'est la RDC et qu'il ne s'agit pas de parler qu'à l'électorat de Kinshasa. Alors Jules Meunier. Ben, écoutez, je suis d'avis avec lui, mais en revanche, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un problème d'ego au niveau de toutes ces candidatures-là. Parce que, bon, l'opposition la plus forte, en fait, c'est-à-dire celle du fils Tshisekedi, je crois que c'est Félix, celle de Vital Kamerhe, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est parti à l'opposition. Bon, ils se sont réunis, effectivement, et on a pu trouver le candidat Fayoulou. On se disait qu'effectivement, tous les autres opposants allaient se rallier à cette candidature-là pour essayer de battre le candidat présidentiel, M. Chadari. Malheureusement, comme il le disait si bien, ces gens n'arrivent pas à se coaliser normalement. Par conséquent, on voit mal comment le candidat présidentiel, c'est-à-dire celui qui a été choisi par Joseph Kabila, M. Chadari, pourra perdre cette élection-là. Alors pour vous, les jeux sont faits au regard du... On verra, je ne suis pas devant, mais je me dis que... C'est une élection à un tour. Voilà, c'est ça. Justement, il m'enlève ça de la bouche, d'autant plus que, justement, cette élection, c'est une élection à un tour, et en plus, il a évoqué, mais pas... il a juste survolé cette affaire de machine à voter. Et ça pose un sérieux problème, parce qu'il y a certains candidats qui disent que oui, mais c'est sûr que les dés sont pipés. Et donc, quand il y a tout ça dans un pays aussi grand, avec une population aussi nombreuse, il y a des risques que, bon, on reparte encore dans une espèce de Kabila bis. Voilà. Monsieur Sissoko, alors est-ce que finalement tout ça n'empêche pas l'émergence d'un véritable débat politique? Parce que finalement, on discute peu des thématiques que défend chaque candidat. On perçoit peu véritablement les enjeux de cette élection, notamment les enjeux sociétaux tels que la lutte contre la pauvreté qui touche aujourd'hui quasiment tous les Congolais. Vous avez parfaitement raison. Il y a 2 dimensions en fait qu'on peut voir dans cette actualité liée à l'élection en République démocratique du Congo. La première chose, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est la mise en avant en fait des personnalités des candidats, plus que les débats d'idées, plus que les propositions de réforme des sociétés, puisque aujourd'hui nous savons bien que le Congo en a besoin, et pas seulement le Congo, besoin des réformes institutionnelles sur l'éducation, besoin des réformes pour aller plus vers la mise en place de dispositifs d'éducation, de formation, d'accès à l'autonomisation des jeunes qui sont aujourd'hui, qui vivent dans les sociétés qui n'ont jamais été autant bouleversées. Malheureusement, cette dimension liée au débat politique, aux propositions des candidats, est mise à un second plan au profit des personnalités en fait qui chacun essaie d'attirer un peu l'attention sur ce qu'ils veulent mettre en place pour changer la société sans véritablement faire des propositions concrètes. Eh bien, ça m'amène à cette deuxième chose en fait qui caractérise cette élection au Congo. C'est un peu le conflit entre 2 catégories de personnes, les petits et puis
petits, les grands, dans le reportage, on l'a vu. Et malheureusement, les petits ne sont pas très bien armés. Quand je dis les petits, c'est ceux qui sont en tout cas au devant de la scène politique depuis très peu de temps, au profit de ceux qui sont là, des acteurs traditionnels. Puisque n'oublions pas, vous l'avez rappelé, que l'élection a été repoussée depuis 2016-2017. On aurait dû faire ces élections. Eh bien, ça a été repoussé à plusieurs reprises pour que, en tout cas, le parti au pouvoir puisse réunir les conditions pour assurer peut-être la succession. Eh bien, le candidat de la majorité, c'est le candidat qui est soutenu par le président sortant, Joseph Kabila. Et donc, malheureusement, je pense que dans les dispositions constitutionnelles qui sont développées, qui sont mises en place, tout est organisé pour qu'il y ait une continuité, puisqu'on a parlé, et je crois que c'est ce que je percevais dans votre discours, l'ambition d'avoir l'alternance politique. Malheureusement, avec les dispositions qui sont prises, on risque d'avoir une continuité. Alain Jules Meunier. Ben oui, certainement. Il me rejoint là-dessus. Je me dis que l'élection est jouée. Mais bien évidemment, il est possible que l'opposition dirigée par Fayoulou puisse arriver en deuxième position avec un bon résultat. Mais je vois mal le candidat Chadari perdre cette élection présidentielle. Moi, je pense que le principal handicap de l'opposition a été de partir trop tard en campagne. Alors que dans le camp du FCC, qui aujourd'hui est représenté par Emmanuel Ramazani Chadari, la campagne a commencé très très tôt. C'est lui d'ailleurs qui a commencé à organiser cette campagne, d'abord comme ministre de l'Intérieur, puis quand les sanctions de l'Union européenne sont tombées et qu'il a dû s'occuper du parti présidentiel, il a installé la plupart des patrons de son parti qui allaient diriger sa campagne. Donc, que ce soit au niveau administratif ou que ce soit au niveau de la machine du parti, il est aujourd'hui, me semble-t-il, le candidat qui couvre le mieux ce pays à la superficie démentielle, pardon de parler aussi trivialement, mais aussi démentielle qu'est la RDC. Donc le fait ici n'est pas de dire que les petits candidats ne pourront pas faire le poids devant certains autres. Parce que, mine de rien, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a un candidat aujourd'hui qui dispose des moyens de l'État et qui ne va pas se priver de les utiliser, Emmanuel Ramazani Chadari, et qu'en face de lui, il y a un candidat qui a été présenté comme le candidat du consensus de l'opposition, qui est Martin Fayoulou, qui est parti très tôt. C'était le premier candidat de l'opposition à se présenter. Mais que ce candidat a une grosse faiblesse, c'est qu'il a derrière lui des personnes qui n'ont pas été admises dans le jeu, c'est-à-dire qui n'ont pas pu présenter leur candidature, mais qui sont en quelque sorte les parrains de sa candidature. Il s'agit ici en particulier de Jean-Pierre Bemba et aussi de l'ancien gouverneur du Kivu, qui aujourd'hui ne sont... Moïse Katumbi, qui ne sont pas dans la course, mais qui pèsent d'un poids très lourd dans la campagne, même sans être candidat. Donc ça, c'est la première réalité à laquelle il faut faire face. Et puis, il y a tous les autres petits candidats qui sont là probablement pour négocier des postes après la proclamation des résultats. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le débat qui devrait porter sur le programme, sur le projet de société, sur la présence de la MONUSCO, sur la manière dont la RDC devrait se positionner aujourd'hui pour remplir ses missions régaliennes, ce débat-là, il est relégué non pas au second plan, mais il est relégué beaucoup trop loin pour l'après-élection. Éventuellement que ces débats seront ouverts, mais pour l'instant, on part dans une élection où il s'agit de dégager le candidat du FCC pour que le candidat de l'opposition prenne sa place, parce que les dynasties, les Congolais n'en voudraient plus, mais il n'y a que les urnes qui nous diront si éventuellement on va dégager les dynasties, et notamment le candidat Ramazani Chadari. Sissoko. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a un décalage entre les informations que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux et la réalité de ce qui se passe en fait sur le terrain, notamment en République du Congo. Sur Internet, lorsque l'on regarde les messages passés, on a l'impression qu'il y a cette envie du renouveau au niveau de la République du Congo, une envie de changement. Il y a des voix des jeunes aussi qui commencent à se faire entendre pour le changement. Mais malheureusement, quand on regarde, puisqu'on échange beaucoup avec des Congolais qui sont sur le terrain, quand on regarde ce qui se passe dans les institutions, dans les services, dans l'organisation locale, on se prépare, je crois, à une continuité. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté l'envie, le souhait, un peu le rêve, et de l'autre côté, la réalité, qui met l'accent plus sur la continuité. Je crois qu'il y a des manœuvres qui sont en cours dans la société actuelle, qui sont impulsées
repoussé par des organisations qui sont bien implantées, qui sont très proches du pouvoir et qui vont tout faire pour assurer cette continuité. Ce n'est pas pour rien, j'ai envie de dire, que cette élection a été repoussée à plusieurs reprises parce que je crois que les rapports de force de part et d'autre n'étaient pas totalement équilibrés. Et donc, du coup, je crois que le pouvoir en place aujourd'hui, il a mis en tout cas tous les moyens de son côté pour s'assurer de cette continuité. Et je n'ai pas l'impression que la présence, puisque vous l'avez signalé, la présence en tout cas d'une mission des Nations Unies sur place change quelque chose. La CENI, bien sûr, qu'il y a les représentants justement de l'opposition dans cette commission électorale indépendante. Mais je n'ai pas l'impression que ça arrive finalement à faire changer les dispositions. Moi, je pense que ce qui a fait évoluer quand même le débat sur cette élection en République démocratique du Congo, ce sont les rapports de voisinage. Parce qu'on le voit très bien, quelles que soient les sanctions qui sont appliquées par l'Union européenne, par la Belgique, par la France ou les États-Unis, les autorités de la République démocratique du Congo semblent insensibles. Alors, ceci dit, c'est après une mission des États-Unis que la date du 23 décembre a pu être fixée. Donc, quand même, les États-Unis ont pesé et continuent peut-être aussi de peser dans cette élection. Peut-être que dans les coulisses, il y a une pression qui est faite, mais je pense que cette pression ne produit pas beaucoup d'effets. Au-delà du fait que... parce que moi, je pense, et c'est encore vraiment strictement subjectif ce que je veux dire, c'est que ce qui a énormément changé la donne, ce sont les changements qui ont eu lieu dans la sous-région de la SADC. Prenez l'Angola, par exemple. Le changement, la révolution de palais qui a permis qu'on passe de Dos Santos à l'actuel président. Et quand on sait le poids que l'Angola peut avoir dans le dossier de la République démocratique du Congo, je pense que ça a été très important. Vous prenez également la situation au Rwanda, où le président rwandais est aujourd'hui le président en exercice de l'Union africaine. Je pense que leurs positions ont dû peser de tout leur poids dans le fait que les autorités ont dû, à un certain moment, comprendre qu'il était important d'arrêter avec l'illégalité dans laquelle le pays était plongé. Parce qu'aujourd'hui, la situation est celle-là, c'est que toutes les institutions sont illégales en République démocratique du Congo. Et ça ne pouvait pas durer plus longtemps. Donc, on n'a plus de grand chef d'État aujourd'hui sur le continent africain qui est capable de frapper du poing sur la table et tout le monde obéit. En revanche, il y a de grands voisins de la RDC, de petits aussi, comme le Rwanda, qui sont capables, sur le dossier, de faire reconnaître leur point de vue et d'avoir une certaine influence, positive ou négative, mais dans le cas précis, je pense que ça a été une influence positive pour faire avancer les choses. Et vous remarquerez que les autorités de RDC sont tellement fières et jalouses de leur indépendance qu'elles n'ont pas voulu faire financer ces élections par l'aide extérieure. Et donc ça, c'est également un point très important parce qu'aux précédentes élections, il y avait eu de l'aide qui avait été apportée à la fois par les Européens et par les Américains, mais surtout par ces grands voisins que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Angola, qui ont financé très généreusement les élections à RDC. Donc, ce sont des éléments pour moi qui sont très importants, le poids des voisins. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.